Et bonjour YouTube, donc aujourd'hui ça va être un petit paléo actu un petit peu improvisé. On va parler d'Archéoptérix. Parce que du coup hier je suis tombé sur un post de Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro qui partage souvent des articles scientifiques, enfin il en partage un par jour. Mais là celui-là il me paraissait un petit peu intéressant, donc j'ai vu ça hier en fin d'après-midi. Donc comme je comptais streamer aujourd'hui, je me suis dit, tiens, en vrai, je vais aller les découvrir avec vous. Parce que ça m'intéresse, je suis un petit peu curieux de comment ils pouvaient bien voler l'Archéoptérix, voilà, le premier oiseau. Donc l'article scientifique fait 8 pages. Donc on va aller regarder ça tranquillement. Et surtout, voilà, il y a une jolie infographie au début, donc je vais peut-être même commencer par ça. Voilà, ça permet de résumer un petit peu. Donc là, on a l'impression qu'il fait un double jump. C'est un peu marrant. Là, vous voyez, genre là, hop, il saute, il ressaute pour aller plus haut. Et donc, visiblement, d'après cette infographie, il pouvait quand même s'élancer du sol. C'est ça qui est assez étonnant. Parce que comment je l'imaginais, Archéoptérix, moi je l'imaginais avec ses griffes en train de grimper le long des troncs d'arbres et de se jeter d'une branche. Enfin, je le voyais plus pratiquer le vol plané. Alors, on va lire un petit peu ce que cette infographie nous dit. Ah oui, et vous entendez des bruits de travaux. Je suis désolé pour ça, je peux pas faire autrement. Parce que là, sinon il fait trop chaud si je ferme la fenêtre. Et c'est constamment les bruits de travaux. J'y peux rien, j'habite dans une zone de merde. J'essaye de partir, hein. Voilà. Ah, d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. Autant sur Twitch que sur YouTube. C'est... Si vous avez des petits trèfles là, de logement sur Rennes, parce que c'est là où je vais faire mes études. Pas en centre-ville. Mais voilà, sur Rennes. Si possible, qui accepte Visal quand même parce que c'est ça mon problème. Sans garant hors Visal, je me fais refuser de partout. Voilà, c'était la petite bouteille à la mer. On va lire un petit peu ça. How did Archaeopteryx take off? Modern birds can leave the ground with a single leap, followed by powerful wing stroke, which is very energetic behavior. Donc, comment Archaeopteryx s'envole? Les oiseaux modernes, ils peuvent quitter le sol d'un simple saut, suivi de multitudes de mouvements d'ailes assez puissants, ce qui est une méthode qui consomme beaucoup d'énergie. A 400-gram Archaeopteryx, not as advanced as modern birds, could have become airborne by making a jump with a flap, followed by another jump and subsequent flapping to achieve stable fly à 7 mètres per seconde. Donc un Archéoptérix de 400 grammes n'avait pas un système aussi avancé que les oiseaux modernes. Donc ce qu'il pouvait faire, c'était de faire un premier saut avec un mouvement d'aile, suivi d'un autre saut et plusieurs mouvements d'aile afin d'atteindre une vitesse de vol à 7 mètres secondes. This low energy take-off is used by modern birds when in no hurry to take off. Cette technique est utilisée par des oiseaux actuels quand il n'y a pas un besoin genre imminent de s'envoler. Donc on reste quand même sur un animal qui va être vulnérable au sol parce qu'il met du temps avant de s'envoler. Donc les prédateurs ont le temps de le choper. Mais il pouvait s'envoler du sol. Là voilà, c'est pour le résumé. Et donc je vais aller revenir sur ça. Voilà. En fin juillet, voilà, j'ai eu la chance d'aller voir de mes propres yeux un moule d'Archéoptérix au musée des sciences naturelles de Angers. Musée dans lequel je vais faire mon stage en novembre. Donc voilà, j'ai hâte. Mais il faut aussi que je réussisse à trouver un logement pour tout le mois de novembre sur Angers et qu'il y ait la convention. La convention de stage. Et avec France Travail, bon, ils sont lents. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir ma vidéo sur ma visite du musée des sciences naturelles de Angers.
J'avais dit à un moment donné que je comptais aller dessiner un petit peu par-dessus le squelette d'Archéoptérix pour remettre en avant en avant notamment le détail des plumes. C'est surtout ça que je vais mettre en avant. Et aussi voilà des petites infos rapides sur Archéoptérix. Je me suis... j'avais des notes quelque part. Parce que je compte en faire quelque chose pour mon livre de coloriage. Pas dans un collage classique, mais dans une des activités, vous retrouverez Archéoptérix. Voilà, le premier oiseau. Alors après, sa définition en tant que dinosaure avian ou non avian a quand même beaucoup changé au cours du temps. Mais dans les livres les plus récents que j'ai pu trouver, il est plutôt présenté comme oiseau. Donc le consensus, enfin, je sais pas si on peut pas être consensus, mais en tout cas, on va de plus en plus vers le considérer comme un oiseau, donc un dinosaure avien. Et d'ailleurs, pendant le live où je parlais du musée, donc que vous pourrez retrouver en rediffusion, je vous avais aussi parlé du bassin d'Archéoptérix. Donc notamment, j'avais regardé des reconstitutions du fossile d'Archéoptérix et on voyait clairement qu'il avait un bassin d'oiseaux. Je vais essayer de vous retrouver ça à nouveau. Alors là on voit pas grand chose là. C'est le direct, il y a des trucs c'est un peu lent, c'est les aléas. Ouais, on voit pas grand chose ici, tiens il est pas monté pareil. Alors avec fossile je trouve pas, il faut que je trouve squelette peut-être. C'est sur laquelle? Celle-là je crois. Celle-là on voyait un peu. La structure de son bassin, tiens c'est un peu différent de celle que j'avais vue la dernière fois. Là on est sur un intermédiaire un peu. Mais on a quand même toujours l'ichon et le pubis qui sont dans la même direction. Donc ça c'est plutôt un truc d'oiseau. Voilà le bassin d'oiseau, donc c'est voilà, pubis, ichion dans la même direction. Bassin dit de lézard, donc celui des saurichiens notamment. On va être sur un pubis et un ilion qui sont opposés. Genre le pubis va plutôt partir par là, tandis que l'ilion va partir par là. Et là où ça peut être assez déstabilisant, c'est sur la nomination des dinosaures. Parce qu'on parle de saurichiens et d'ornithichiens. Donc pour saurichiens, bassin de lézard. Sauf que c'est là où on retrouve les oiseaux. Parce que du coup, en fait, le bassin a changé d'orientation au cours du temps. C'est notamment ce qu'on remarque avec Archéoptérix. Là, sur cette représentation, là, vous avez encore plus le bassin d'oiseaux. Et chez les ornithichiens, donc qui vont être les dinosaures à bassin d'oiseaux, dans lesquels nous ne retrouvons pas les oiseaux. Donc ils avaient cette même structure. On va parler ici de la convergence évolutive. Donc du coup, voilà, je vais aller sur le squelette. De quand il date notre premier oiseau, il date du Jurassique. Donc précisément entre moins 156 et moins 150 millions d'années. Donc on en retrouve en Europe, notamment en Allemagne. Voilà, dans Solnhofen, qu'il a été retrouvé l'Archéoptérix le mieux conservé. Et donc celui-là, on a un moule de l'Archéoptérix de Solnhofen. Donc il vivait au niveau des îles, des bords de lacs et de mer, dans des marécages boisés également. Donc on est sur un petit carnivore de 60 cm. Pas bien gros. Celui-là, il faisait un peu moins de 60 cm je trouve. Enfin j'ai vu des corbeaux plus gros dans ma vie. Alors c'est vrai que là vous avez plus les indications de taille.
Peut-être avec cette photo, on voit mon reflet. Cette photo-là. Oh, attendez, il n'y a pas de... Il a pas de musique, là, depuis tout à l'heure. On va remettre les musiques. Je croyais qu'elle s'était arrêtée. Voilà. Là, on voit un petit peu mon reflet, on voit le téléphone. Et on voit mon dessin que j'ai fait dans le musée. Je pense qu'on voit... on interprète un peu mieux la taille. Il y a aussi dans la vitrine... Est-ce qu'on... Voilà, on voit un peu toute la vitrine, là. Bon, bien sûr, ça aide pas forcément plus à imaginer la taille. Donc, du coup, je vais repasser au niveau des plumes. Parce que en photo, c'est vrai que ça reste pas très clair. Alors, quelle couleur je peux prendre pour qu'on voit mieux? Là, je vais prendre en noir en vrai. Prendre ce crayon là. Ah, ou le bic. Le bic, c'est bien. Si je le retrouve. Là, je suis perdu dans mes crayons. Non, ah voilà, calligraphie, bic. Là voilà, attendez, je vais essayer de délimiter quand même proprement les plumes. Là on voit aussi là à nouveau là, un trait de plume. Alors bien sûr c'est moins visible sur une photo qu'en vrai. Moi j'ai pu le voir en vrai et prendre le temps aussi d'aller le dessiner. Là aussi, là, vous voyez un petit peu, là, ici, c'est la délimitation des plumes. Là, j'essaye de rendre ça plus clair par rapport aux petits défauts de la roche. Et je vais repasser en vrai tout. Comme ça, après, on aura genre un décalqué, mais sans les ondes de lumière, tout ça, donc il sera un peu plus facile à interpréter. Donc là, voilà aussi la délimitation là, des plumes. Là, vous avez aussi toutes ces marques là, c'est des marques laissées par des traces de plumes. Enfin, c'est pas un gros spécimen, mais il en reste pas moins impressionnant par rapport à son état de conservation. Ça reste un beau spécimen. Alors, j'essaye de trouver la délimitation des plumes un petit peu sur le haut.
Je me mets aussi voilà, l'autre photo en gros devant moi. C'est un peu moins net sur le haut. On voit les traces un peu là laissées par les plumes. Une petite marque là. Notamment on voit aussi là sa queue. Sa queue là c'est plus facile à délimiter là. Voilà, je me concentre un petit peu. Là aussi, on voit quelques petites marques laissées par des plumes. Et également là. Et je pense que là, je vais pouvoir passer au-dessus des os. Donc là, on a l'orbite. Là, on voit même bien là, sa mâchoire. Là, je pars un peu là le long du crâne. Alors, je vais me garder aussi ce petit truc là, ça me servira pour ma miniature. Et donc là, le cou tordu chez les oiseaux, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le musée. Du coup, voilà, je vous fais un petit rappel. C'est lié à un réflexe de mort, lié au fait que le cerveau commence à manquer d'oxygène. Et du coup, ça va activer certains nerfs dans le cou qui vont provoquer ce réflexe. Où le cou va se tordre en arrière. Et donc là on arrive dans la zone où on va voir l'ilion. Donc l'ilion os du bassin.
Et là, on a le pubis et l'ichon qu'on n'arrive pas à déterminer ici. Parce qu'ils sont l'un... Enfin, il y en a un qui est derrière l'autre. Hop, on a son genou. Et là, on va pouvoir voir les griffes là, de sa patte arrière. Ok, plus précisément, genre là, ici, la griffe. On va pouvoir dessiner aussi l'autre patte arrière, la queue aussi. On continue voilà, d'avoir les vertèbres aussi là dans la queue. Et on passe sur l'autre patte arrière. Et Quasilis, j'espère que ça va. Hop. Bonjour à l'homme qui parle à l'oreille des dinos. Oui. Là, je suis en train de refaire un peu comme j'avais fait quand j'avais fait mon petit dessin en tradi. Alors que je peux vous remontrer qu'il est pas loin encore. Hein. Hop, je vais aller chercher ça. Donc là, voilà, je fais directement sur le fossile pour avoir... Enfin, pour simplifier l'interprétation de l'image. Alors... Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, c'était le dessin que j'avais fait le 29 juillet. Ça remonte à... il y a bientôt un mois. Hein. Voilà. Donc en étant pendant 1 heure là devant, devant ce fossile. Et après, bien sûr, on va parler de l'étude qui parle d'Archéoptérix, c'est le but. Voilà, on est en mode paléoactu aujourd'hui. Alors on est sur un fossile quand même qui a un état de conservation assez exceptionnel. Notamment parce qu'on a les marques de plumes. Alors après, c'est pas le fossile avec l'état de conservation le plus exceptionnel parce qu'il y a des fossiles qui nous permettent également d'avoir accès aux mélanosomes. Alors, on ne retrouve pas la couleur directe sur le fossile bien sûr, mais on peut avoir accès à la forme des mélanosomes et donc comparer avec les animaux actuels les plus proches, donc c'est-à-dire les oiseaux et les crocodiliens. Et donc ça va nous donner un indice sur leur couleur. C'est le cas par exemple de Microraptor. Microraptor, on sait qu'il était noir irisé comme les corbeaux. On a aussi Sinosauropteryx dont on connaît la couleur. Sinosauropteryx, lui il va avoir une couleur un petit peu beige sur des tons plutôt clairs vers le blanc et un peu vers le roux aussi. Et rayé. On a également dans les thyréophores Boreopelta. On sait qu'il présentait un contre-ombrage. Donc un contre-ombrage, c'est une technique de camouflage où en gros, vous voyez quand il y a l'ombre, bah du coup votre ventre, si vous êtes un quadrupède, va paraître plus foncé. Et donc ça va vous rendre plus identifiable. Et du coup, bah, en fait, le contre-ombrage, c'est que la couleur naturelle de la peau à cet endroit-là va être plus claire.
Et du coup, ça va vous donner une teinte uniforme avec l'ombre. Donc il avait un ventre assez clair et sinon il avait des tons plutôt rouges, Boreopelta. Et on a aussi plus récemment qui a été découvert, dont je vous avais parlé sur un précédent Paléo Actu, Diplodocus. Diplodocus, alors après attention, c'était sur un juvénile, donc on ne sait pas si, enfin peut-être que ça pouvait changer au cours du temps, et même c'est plutôt très probable que ça changeait au cours du temps la couleur. Mais le juvénile, il avait des tons plutôt orangés avec quelques, enfin des patterns avec des zones noires, des zones blanches. Voilà. Donc là, on a repassé sur sa patte. Maintenant, il faut repasser au niveau des côtes et des pattes avant. Voilà, il y a la côte ici. J'ai pas encore toutes faites. Il y en a, hop, là, là. Et il y en a une là également. Donc là, on a les deux os du bras. Bah, il manque encore un petit peu de vocabulaire sur l'anatomie des os. Alors j'ai bien retenu sur le bassin. Ça pour le coup, je sais bien les placer. Genre le petit trio Ilion, Ichion et Pubis. D'ailleurs, j'ai même mon petit moyen mémotechnique. Parce que vu que Ilion et Ichion, ça commence tous les deux par un I. Ça peut être, et surtout ça finit aussi pareil en ion, ça peut être aussi un petit peu compliqué à retenir et c'est facile de les mélanger. Bah, vous voyez en fait mon moyen mémotechnique, c'est un peu l'ordre dans l'alphabet. Déjà genre le L vient avant le S, donc celui qui a un L et pas un S, donc c'est celui qui est au-dessus. Et même sans ça aussi, les raccourcis un petit peu sur les jeux vidéo. Genre la touche S, souvent sur le clavier, c'est pour descendre. Et donc c'est celui qui est en bas. Voilà, je vous partage mon moyen mémotechnique. Et maintenant, vous n'allez plus confondre Ilion et Ichion. Comme la tour Eiffel qui est peinte en 4 couleurs, suivant sa hauteur afin d'avoir l'impression qu'elle est d'une seule teinte. Oui, voilà, c'est du contre-ombrage aussi un peu. Mais du coup, ça je savais pas pour la tour Eiffel. On trouve aussi beaucoup chez les poissons et autres animaux marins. Parce que les dauphins aussi ont ça, les requins. Alors après, ça c'est surtout pour matcher la couleur avec l'eau. Selon dans quel sens tu le regardes. Voilà, il reste plus qu'une patte avant à les refaire et on sera bon. Après, on va commencer par le résumé fait par Marcos Pinero avant de lire les 8 pages. Je pense qu'il y a de quoi s'occuper, je sais pas, une petite heure à peu près. Peut-être un peu plus vu que là je suis en train de passer du temps à les dessiner. Le fossile. Enfin, les décalquer.
Je décale que ce qui fait partie vraiment du fossile, hein, pas la roche. C'est justement le but. Hop, et la griffe. Parce que j'avais repassé un petit peu en vous montrant avec la souris. Quand c'était la vidéo où je vous parlais de ma visite au musée. Mais là, c'est un peu la même chose, mais en plus parlant, je pense. Voilà. Et là, voilà. Voilà, comme ça, vous avez... Vous avez, voilà, le fossile un peu plus net. Je vais même, hop, faire ça. Ça, vous avez un petit peu la roche derrière. Voilà, est-ce que, comme ça, vous arrivez à mieux voir? Hop, bah tiens, je vais passer de l'un à l'autre. Là. Là, c'est la photo de base. Et là, c'est la photo, mais avec moi qui a repassé, qui a repassé les délimitations des plumes et des os. Est-ce que vous arrivez à mieux interpréter comme ça? Est-ce que j'ai pas fait tout dans le vide? C'est bien comme ça, merci. Voilà, du coup, on va s'intéresser donc à l'article. Parce que j'ai regardé donc l'image résumée, donc l'infographie de l'article. On va regarder un petit peu le résumé par Marcos Pinheiro ici. Alors, je l'avais lu un petit peu vite fait en diagonale, donc je vais aller m'y intéresser un peu plus. Déjà, on peut voir donc, alors il y a la ref. C'est pas si récent, tiens, novembre 2026, alors c'est peut-être le moment où ça a été proposé. Il n'est pas aussi récent que ça, tiens. Attendez, il y a un problème. Comment ça, novembre 2026? On vit dans le futur, les gens. C'est pas passé, novembre 2026. Et il y a une petite erreur sur la date, je pense. Ah non, parce qu'en novembre 2026, je suis censé être en stage au musée. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il peut pas dater de novembre 2026, cet article. C'est une vidéo. Oh oui, trop bien, on voit le ralenti de comment les oiseaux s'envolent. Là, on a la technique du double saut chez Scorbo. On a une pile, là. Enfin, je pousse ma souris. Okay, double saut. Ah, triple saut. C'est vrai qu'on les voit quand même sauter pas mal de fois. Les mouettes et les goélands. Une mouette ici. Un saut. Ok, le goéland, il court. Après, c'est quand même fascinant de se dire qu'ils peuvent se lancer du sol. Alors, on a d'autres vidéos encore. Ok, là, c'est des oiseaux qui se lancent en une fois. Là, on est sur des petits oiseaux. Ouais, je pense que c'est mieux de comparer Archaeopteryx aux mouettes et aux corbeaux. Ton préféré, c'est l'atterrissage d'Albatros. On va regarder les atterrissages d'Albatros. Alors. Alors attention, c'est un atterrissage raté. Mais en fait, les gens les filment que quand ils se foirent. Hein. Les gens ne filment pas quand ils réussissent.
Surtout que j'avais déjà vu en vrai des... On avait déjà fait des vidéos d'Albatros et tout. Que quand justement j'étais en train de faire... de travailler un petit peu là sur le livre... Le foirage d'Albatros, c'est une spécialité de l'Albatros. Ouais, écoute, on va regarder celle-là quand même. Bon, si c'est que de la musique, on va enlever. Les albatros, ouais, ils restent longtemps en vol. D'ailleurs, c'est les oiseaux qui ont la plus grande envergure. Ah! Ça a dû faire mal. Ah, toi, tu voulais foirage d'atterrissage, ok. Bah, c'est bon, alors on a l'atterrissage qui fait mal. Un seul poussin l'a vu. Hop. Alors. C'est bon. Ça, c'était le squelette d'Archéoptérix. Ok, donc ça, je l'ai vu tout à l'heure, voilà. Donc c'est bien, voilà, on a la ref. On a quelques figures aussi avec des modélisations sur le squelette. On va aller voir ça en détail plus tard. On a des maths. Ça, je vais un peu moins comprendre. C'est vraiment spécifique aux albatros de rater leur atterrissage. Alors, je pense que tous les oiseaux, comme chaque individu, quoi. Il y en a forcément dans chaque espèce qui se foire. On a des modélisations là de bassins. Alors, je vais regarder un petit peu là le résumé que nous a fait Marcos. Donc sur le premier paragraphe. Donc on est sur un article qui étudie le mécanisme d'envol de l'Archéoptérix par une succession de sauts. Archéoptérix du coup qui veut dire Ancient Wing, donc ailes anciennes. Ça correspond un petit peu bien, hein. Parce qu'en soi voilà c'est le premier le premier dinosaure à plumes retrouvé. Donc voilà, on est quand même sur des ailes assez anciennes effectivement. Voilà, fin du Jurassique. Donc il est classé du coup dans les paraviens. Et les paraviens, ça inclut aussi les oiseaux. D'ailleurs, voilà, ici Marcos aussi nous parle d'oiseaux. Oiseaux basales. Donc quand on parle d'un animal basal par rapport à l'arbre phylogénétique, c'est sur la base d'une branche. Enfin voilà, c'est l'un des premiers oiseaux. Donc il y a eu beaucoup de débats autour de l'origine du vol avien, ce qui est compréhensible. On est quand même sur une clé entre la transition des dinosaures non aviens et aviens. Donc il a des ailes asymétriques, ce qui indique des capacités de vol. Par contre, il a une mobilité assez limitée au niveau de l'épaule. Et la symétrie des ailes est toutefois assez réduite, ce qui indique que Archaeopteryx devait manquer de capacité pour pouvoir performer un vol en un seul saut puissant comme certains oiseaux. Donc ça c'est ce qu'on a vu un peu dans l'infographie tout à l'heure, que lui il pouvait pas aller s'envoler directement, enfin il pouvait pas faire un vol rapide en cas de besoin. Cela dit, on observe chez les oiseaux modernes
La technique d'envol en plusieurs sauts, avec des battements d'ailes minimes, donc en situation non stressant. Oui, parce que bon, enfin, tu vas pas dépenser de l'énergie pour rien. Battre des ailes, ça dépense quand même une énergie folle. Savoir que l'albatros a des difficultés pour s'envoler et atterrir. Ah, à cause de l'envergure de ses ailes. Ah ouais. J'avoue que oui, il a des ailes quand même. C'est grand. T'as imaginé les ptérosaures? Les ptérosaures du style les azé... les a... Ah, j'arrive pas à dire. Les azerchidés. Les azerchidés. Là où on va retrouver Azergopteryx et le Quetzalcoatlus. Ceux qui avaient des envergures énormes. Genre qui faisaient la taille d'une girafe quand ils étaient sur 4 pattes. Et qui avaient une envergure équivalente à 3 albatros. Enfin 3 fois celle de l'albatros. Ça devait pas être si simple pour eux, hein, finalement. Alors pour tester l'hypothèse de vol de l'Archéoptéryx, donc les auteurs de l'étude ont fait des modélisations. Enfin, une modélisation biomécanique basée sur l'expérience de ce qu'on observe avec les oiseaux modernes. Mais ils l'ont adapté bien sûr à l'anatomie de l'Archéoptéryx. Pour analyser du coup la vitesse, la vitesse de l'envol, ils se sont servis des jointures du coup au niveau des hanches, des genoux, de la cheville, en rapport avec la capacité, ce qui permet en fait de visualiser un petit peu la capacité musculaire. Et donc en conclusion, l'Archéoptéryx peut réussir à avoir une vitesse de vol stable en 2 ou 3 sauts. Et sans que ça lui demande beaucoup d'énergie. Et donc ce serait la première étude qui soutient l'hypothèse du vol en des sauts multiples, plutôt qu'un vol en un seul saut très puissant qu'on observe chez les oiseaux modernes. Et une autre hypothèse aussi serait que la technique des oiseaux modernes de faire un seul saut puissant aurait évolué à partir de la technique des plusieurs sauts successifs. Voilà, ce qui a l'air assez intéressant. Donc ça c'était pour le résumé, mais je pense que là on a un petit peu tout dans les grandes lignes. On va aller regarder un petit peu plus en détail. Déjà on a vu les petites vidéos. Et il y a une troisième vidéo aussi. Ah non, c'est la même que tout à l'heure. Il n'y a pas le coup de modéliser ici. Donc cette étude qui date de quand du coup? Eh ben on ne sait pas, en tout cas pas de novembre 2026, ça c'est pas possible, hein. C'est dans le futur là. Ah oui, je pense, oui, il devait avoir les mêmes soucis que les albatros, en pire les azerchidés. J'ai réussi à le dire du premier coup là. Donc l'article s'appelle Up, Up and Away on the Take-Off of Archaeopteryx using a Multiple Leaping Mechanism. Donc qui est paru dans le journal scientifique Developmental Biology. Il est disponible gratuitement, accessible à tous, donc je vous mets le lien, ça qui est bien, comme ça si vous voulez aller voir plus en détail, que vous êtes plutôt à l'aise avec la langue de Shakespeare. Donc qui a écrit cet article
Eric Méliac, Nell Gosling, Colin Palmer, Pauline Provini et Marcus Heller. Tiens, et il y a des scientifiques français là-dedans, des paléontologues français. Notamment la Pauline Provini, au musée d'histoire naturelle de Paris. Donc c'est une étude assez internationale, enfin surtout européenne. Vous regardez, genre il y a UK, donc ça c'est l'Union Royaume-Uni. Et coucou Mamie Modem, on est en train de parler de l'envol des Archaeopteryx. Enfin, je suis en train de découvrir en fait l'article avec vous. Donc j'ai lu le résumé déjà fait par Marcos Pinero et là on se passe un petit peu plus en détail. Alors... on a les figures qu'on a vues tout à l'heure. Après, on a beaucoup de maths, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Les maths et moi, voilà. C'est pas la partie que je préfère globalement. Sinon, on a un modèle un petit peu avec les sauts successifs. Après, bon, voilà, ce qui est important pour nous, c'est la conclusion. Peut-être regarder plus sur les résultats, la discussion. Je vais quand même essayer de lire un petit peu, c'est pas très long comme article. Alors, le résumé. Parmi les chercheurs, des profs que tu connaissais peut-être. Ah, je connais personne à Paris, moi. Et j'ai pas encore fait d'études en paléontologie, c'est le projet. Alors, Archaeopteryx, the iconic 550 million years old basal bird, lies at the heart of the debate on the origin of avian fly. While its asymmetric wing feathers indicate some flight capability, its limited shoulder mobility and reduced feather asymmetry suggest it lacked the capacity for the single powerful leap used by modern birds for rapid takeoff. Observation of extant birds revealed that many species, including corvids, employ multiple bipedal leaps, with minimal wing assistance to gradually accelerate during takeoff, particularly in low-stress context. Given Archaeopteryx' robust in-limbs, we hypothesize that it could have used a similar multi-leap strategy to become airborne. We therefore test the hypothesis that Archaeopteryx could generate sufficient takeoff velocity via multiple hops or leaps. To test this, we developed a biomechanical model based on experimental takeoff data from living birds adapted to Archaeopteryx anatomy. By analyzing joint moments at the hip, knees, and ankle alongside muscle capacity, we estimate its takeoff velocity. Our results demonstrate that Archaeopteryx could have achieved its minimum sustainable flight speed in as few as 2 to 3 leaps, without requiring the energical, demanding single leap of modern birds. This study provides the first quantitative support for a ground-up multi-leap takeoff mechanisms in early birds, distinct from the single-leap strategy usually observed today. We propose that the modern avian takeoff may have evolved from this primitive multi-leap behavior, offering new insight into the biomechanical transition from terrestrial locomotion to powered flight. Donc c'est exactement en fait la même chose que je vous ai résumé tout à l'heure, que là je l'ai lu en anglais en plus, donc comme ça. Ah, voilà, finalement, voilà, mon stream et ma rediff va être bien pour tout le monde. Ça te rappelle quand t'as pris l'avion et que le steward nous donnait les consignes quand je parle en anglais? Après, du coup, c'est vrai que j'avais parlé aussi de Marcos Pinero qui doit passer sa vie à aller chercher des articles. En final, pas forcément tant que ça. Alors après, c'est sûr qu'il doit faire beaucoup de veille scientifique pour être au courant des articles. Mais là, globalement, en fait, il a juste copié-collé le résumé. Et imaginons, genre, je sais pas si c'est sa langue maternelle, l'anglais, mais en tout cas, s'il est bilingue en anglais, ça va prendre moins de temps que moi pour comprendre. Parce que même si, bon, j'arrive quand même à comprendre un peu, je suis pas bilingue non plus.
Donc ça me prend plus de temps et j'ai certainement pas encore, enfin encore des connaissances suffisamment solides pour réussir à être rapide là-dedans. Ton accent est parfait parce que j'ai le même. Ah bah c'est gentil, merci. Ça me fait travailler mon anglais en plus de vous lire ça. Et sinon il y a aussi des fois dans mes vidéos YouTube, tiens que je vous montre. Dans mes vidéos YouTube, il y en a certaines, parce qu'en fait on a la possibilité maintenant de mettre plusieurs pistes de son. Donc pour certaines en fait je m'auto traduis. Et je l'ai fait là pour la dernière. Donc voilà, si vous voulez écouter Jigsaw en anglais. Il y a là aussi. Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène dans les coulisses de mon palais. Alors, piste audio, anglais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est la vidéo timelapse expliquée, avec toutes les explications là sur le poster que j'ai fait. Hop. Welcome in this video where I bring you in the behind the scene of my Paleorat Allosaurus nest. I've done a coloring page version and a full color poster version. I always start with study and training on the animal I want to portray. I read on Wikipedia and other sites what we know currently about the morphology and paleogeographical context. Voilà. Alors c'est pas exactement ma voix, parce que déjà j'ai pas exactement la même voix quand je parle en français ou en anglais. Mais surtout, bah, en fait je parle plus lentement en anglais pour dire mon texte, donc en fait c'est pas en x2 non plus, mais c'est genre en x1,5 ou un truc comme ça pour que ça cale par rapport à la vidéo. Alors, je vais essayer de lire un petit peu dans l'introduction. On va essayer de regarder, de comprendre un peu. Alors, the mystery of how the first birds took to the air has puzzled scientists for over a century. Understanding the transition from ground-dwelling dinosaurs to powered fly-in birds is not only a key question in evolutionary biology but also provides insight into the biomechanical and ecological constraints that shape major evolutionary transition. Among extant tetrapod birds represent the most species group, with approximately 11,000 described species. Donc là on nous explique qu'il y a 11 000 espèces d'oiseaux qui ont été décrites. Après j'ai peut-être pas forcément tout lire non plus, parce que le but c'est quand même de résumer et de simplifier, même si je découvre là en même temps. On va peut-être pas non plus faire les 8 pages. Alors... Bien sûr, voilà, de pouvoir voler, ça leur permet d'explorer plusieurs niches écologiques, ce qui est logique. Ils peuvent aller sur des îles et tout. Plus intéressant, il faut lire la partie discussion. Oui, oui, on va pas s'égarer dans les calculs. Après, l'introduction, c'est bien aussi, justement, pour avoir un petit peu la base. Après, bon, ça répète un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, tiens, les hypothèses de vol des oiseaux, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, que moi je pensais qu'ils devaient s'élever dans les arbres et tout. Ce qui est une hypothèse qui a été énoncée, genre là notamment il y a un article cité qui date de 2015. Le arboreal gliding, donc qui est un vol plané en s'élançant à partir des arbres. Les sauts, donc à partir du sol, donc, qui a été évoqué en 2012. Courir pour s'élancer en ayant les ailes déployées, donc ça a été énoncé en 2016. Mais aucune de ces hypothèses n'avait été testée, donc c'est ce que nous annonce l'article ici. Et du coup c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire des modèles biomécaniques pour tester l'hypothèse la plus probable. Alors je regarde un petit peu là sur le soleil là.
Si je vais pas me faire bully parce qu'il y a des nuages mais pas assez. Alors faut quand même une bonne amplitude pour pouvoir voler en courant. Donc je pense que l'Albatros c'est ce qu'il fait parce qu'il a quand même genre une sacrée envergure d'aile. Ah oui, du coup la mobilité des épaules d'Archaeopteryx, enfin le limite dans le nombre, le nombre de coups d'aile qu'il peut faire. Genre, il est pas super mobile des épaules. Donc il est obligé de faire un vol qui demande le moins de coups d'aile possible. Mais il pouvait quand même pratiquer le vol battu, ce qui est assez intéressant. Alors ça, je suis pas étonné de cette phrase. Take off from the ground is one of the most energetical, demanding phases of flight in modern birds. Alors oui, c'est lancer du sol. C'est la technique d'envol la plus coûteuse en énergie. Ça effectivement, ça paraît quand même assez coûteux en énergie. Et alors j'ai pas avancé sur le Chibi Gigasaur, je veux le peindre avec mon aérographe, mais j'ai eu un souci avec... Oh non! Au lieu de défenestrer mon aéro, tu fais une petite pause. Oui, il vaut mieux. Vaut mieux, tu vois, comme ça tu reprends quand c'est un peu mieux. Donc là, on nous parle des quelques espèces qui font un seul saut très puissant. Dès que chez d'autres espèces, on observe plutôt des sauts avec... un vol avec plein de petits sauts. Ça c'est ce qu'on nous a déjà dit tout à l'heure. Après voilà, on a la matériel et méthode. Bon, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que moi et la biomécanique et les maths, c'est pas trop mon truc. Donc je vais juste rien comprendre et vous allez rien comprendre non plus. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, ils ont modélisé chaque os, la jointure entre les os, les mouvements, la mobilité des os, et qu'ils ont fait des maths. Il y a des équations, là, je peux vous dire, là, je ne comprends rien. Là, c'est en dehors de mon domaine de compétences. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Si on va regarder un petit peu quand même là, la figure. C'est bien en vrai, les figures. On va regarder un petit peu ce que ça nous explique. Alors, en A, trajectoire de l'Archaeopteryx par rapport... ah oui. Par rapport à son centre de gravité. Selon différents niveaux de force des ailes, avec un envol initial de 45 degrés et une vélocité à 2,98 m par seconde, c'est précis. La distance parcourue varie en fonction de la magnitude du... Alors forward thrust, qu'est-ce que ça veut dire? On va devoir utiliser un petit coup de Google Trad là. Alors je veux l'inverse. En avant de l'ombre, alors ça m'aide pas. Ça m'aide pas.
J'ai pas encore fait d'études, Azilis. Justement, en fait, je prépare un dossier pour pouvoir faire des études. Enfin, j'ai fait des études, mais c'était pas en paléontologie. C'était genre licence classique. Oui, j'ai une licence, mais on fait pas de paléontologie. Enfin, on fait une introduction à la paléontologie, genre on te montre des diapos avec... Enfin, t'as l'arbre du vivant, globalement. Mais les maths... Si, il y en avait peut-être un peu. Mais je bitais rien aux maths... les maths arrivés aux études sup. Mais il y en avait pas tant que ça en vrai. J'en avais pas tant que ça. C'est vraiment pas le truc qui me passionne quand j'ai pas trop envie d'aller vers les maths. Ah si, c'était... bah si, les statistiques et tout, mais... j'ai pas réussi à les valider, hein. J'ai jamais réussi à valider ces yeux-là. Non, moi et les maths, ça passe pas. Bah les statistiques... Enfin, le début, si, le problème c'est surtout qu'on devait utiliser R. Mais ça, c'était en master. Donc, ce que je n'ai pas validé du coup. Non, moi justement, j'étais pas dans un domaine de la science où on fait plus de maths. Justement, en SVT, c'est peut-être là où t'en as le moins. Et t'en as quand même trop à mon goût. T'as mangé des maths en psycho. Oui, les statistiques, c'est pas exactement le même bail. Après, si, genre la sédimentologie, si on avait des maths et tout... En géologie, t'as quand même pas mal de maths. C'est vraiment la partie qui me passionnait le moins. C'est là où je galérais et que j'avais l'impression juste de rien piger. C'est vrai que ça, j'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte de retrouver les maths. Clairement pas. Ok, bon là, voilà, il y a des trucs que je comprends pas très bien. En gros, bon, il y a son centre de gravité qui est là. Ils ont testé le même angle mais différentes puissances. Et donc là, c'est la distance qu'il peut parcourir en un saut. En B, on a la trajectoire de l'Archéoptérix au bout de 3 sauts. Ils ont mis la puissance du coup à 0 pour les ailes. Source, ça veut dire quoi? Parce que là, en fait, je pense que le problème venait... Je pense que le problème venait du fait que j'avais demandé 2 mots à la fois. Eh bien, il veut pas, hein. Ah, la poussée, c'est bon. Ah, on va mieux comprendre, là. Ok, donc Source, c'est la poussée. Ah, là, c'est bon, je comprends mieux. C'était bizarre tout à l'heure quand ils ont dit l'ombre, machin truc, c'était chelou. Tu kiffes bien, tu trouves ça relaxant, les maths? Ah ouais. Ben, je pense qu'il faut bien des gens pour trouver ça relaxant, sinon il n'y aurait jamais personne qui ira en études de maths. Ah, on a le voisin du haut qui se réveille. Du coup, oui, donc ils ont mis la poussée, là ils l'ont mis à 0 pour les ailes, donc on est sur le vert. Et donc ça c'est la poussée, ok, il y a tous ces trucs là. Là on est sur 0, donc on est sur le minimum du minimum, et ça prend 3 sauts. Et là, en bas, j'imagine qu'ils l'ont mis au max. Si on regarde bien, ça correspond, ils l'ont mis au max. Alors... Il est où le C? Oui, c'est ça, quoi. Et à la fin, on se retrouve avec... bah, dans les deux cas, en fait, il faut que sa vitesse de vol soit à 7 mètres par seconde pour que ce soit stable. Et son centre de gravité, ils l'ont mis au même endroit. Donc en gros, en prenant la valeur minimum, ils arrivent à 3 sauts. En prenant la valeur maximum, ils arrivent à 2 sauts pour pouvoir s'envoler. Donc c'est ça qu'on doit en conclure de cette figure. Ah ça y est, on arrive sur les résultats.
Ils sont courts les résultats, on va regarder un petit peu. Biomechanical analysis. With the location of the center of pressure of the ground reaction forces placed at the mid-length of the third digit and a body center of mass situated in the location proposed by Allen and al., Archaeopteryx could take off at a velocity of 2.98 meters per second using only its hind limb. The duration of the jump varied between 66 and 74 meters second. Meters. Non, c'est millisecondes, ok. And under this condition, the peak ground reaction forces was... oula, il y a trop de maths. Alors, hind limbs, c'est les membres, c'est les pattes arrière, ça. Donc en gros, en utilisant seulement ses pattes arrière, il peut atteindre une vitesse de 2,98 m par seconde. Et il peut faire un saut qui dure entre 66 et 74 millisecondes. Et donc après, il va rebondir sur le sol. Il va faire un autre saut, il va s'élancer. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. Et donc apparemment, quand il retouche le sol, ses muscles ils peuvent produire 114, 187 ou 616%. Ça donne un boost à ses muscles. Parce que j'ai l'impression... Attendez, je me fais bully par le soleil. Voilà, je vais devoir réouvrir plus tard. Ok. Ouais, ça fait déjà 2 heures quand même que je suis là. Alors, on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Enfin, je regarde un petit peu transversalement. C'est quoi ça? Projectile trajectory analysis. Ah voilà, donc là on est sur le scénario des 3 sauts. Donc c'est le scénario avec la poussée la plus faible. Donc Archaeopteryx quitte le sol à une vitesse de 2,98 m par seconde. Et il fait quelques flaps, quelques mouvements d'ailes. Donc ici, il atteint une hauteur de 0,39 m au point le plus haut de sa trajectoire. Et il traverse du coup horizontalement une distance de 1,67 m. Donc ça c'est dans le premier scénario qu'on a vu ici. Le deuxième scénario, où du coup il va faire 2 sauts. Il ne bouge pas les ailes. Ah oui, comme les oiseaux, oui. Alors... Ah oui, non, on est toujours sur la théorie des 3 sauts. Donc il y en a un où il bouge les ailes et il y en a un où il bouge pas les ailes. Il fait toujours 3 sauts. Et donc après, quand il va déployer ses ailes, il va atteindre une vitesse de 6,66 m par seconde. Donc il va accélérer un petit peu en bougeant les ailes jusqu'à atteindre 7 m par seconde. Et donc dans ce scénario, il a parcouru une distance de 1,53 m. Là c'est quoi cette figure alors? Lateral view of Archaeopteryx in limb, depicting the most plausible location of the center of mass through the time normalized takeoff ellipse cycle. Takeoff jump
Duration range between 66 and 74 millisecondes. Tiens, il y a un truc assez curieux. Regardez la représentation du bassin. On n'est pas sur la même représentation que j'ai vue dans les squelettes montés. Donc est-ce qu'il y a un problème avec les squelettes montés? Parce que là, alors sûr, il a pas un bassin, enfin il a pas le l'ichon et le pubis aussi écartés que d'autres théropodes, mais là ils sont pas exactement dans la même direction. Ça, je trouve ça un peu étrange. Parce que même sur le fossile que j'ai vu, on est plutôt sur un bassin d'oiseaux. Alors, voilà, la partie discussion, c'est là où c'est le plus intéressant. Bon alors après il y a des tableaux. Ouais, il y a beaucoup de tableaux. Après il y a peut-être eu plusieurs reconstitutions, enfin plusieurs assemblages faits des os. Alors, regardez à nouveau là sur Archaeopteryx, le squelette. Faudrait tirer ça au clair. Je vais voir un petit peu le bassin là d'Archaeopteryx. Alors déjà, attends, on est sur Wikipédia. Là, sur Wikipédia, en tout cas, on nous dit que c'est orienté vers l'arrière. Donc pourquoi cet article-là, il nous montre un bassin de saurischiens? Alors, morphologie. Caractéristiques d'oiseaux volants. Les ailes développées. Plumes aptes pour le vol. Plumage des rémiges asymétriques avec des plumules à la base. Donc on est sur un animal homéotherme. Alors le bassin. Le bassin dont l'ichon et le pubis sont orientés vers l'arrière. Bah, c'est ce que j'ai vu sur le fossile. C'est ce que j'ai vu globalement. Donc pourquoi là il est pas orienté comme ça? Après lui... Ah ici ils sont pas soudés. Et là il est plutôt orienté vers le bas. On est plutôt sur un intermédiaire. Je sais pas, c'est l'infographie ici qui est un petit peu bizarre je trouve. Après voilà, il est pas non plus super écarté, genre, mais il est pas assez orienté vers l'arrière sur l'infographie. Là, quand je regarde voilà, dans les images. Bah non, là aussi quoi, on a un pubis vers l'arrière partout. Même bah là tiens, ça c'est... Tiens, c'est ce que je vous ai représenté tout à l'heure. C'est ça que je vous ai dessiné. Et c'est ça aussi que j'ai vu, le pubis vers l'arrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur dans l'infographie. Alors là, ici, c'est marqué bassin de reptiles, bon, parce qu'ils sont pas soudés. Ouais, c'est un peu particulier. Alors la discussion, elle commence où? Ah oui, là. Alors, the combination of experimental data and biomechanics computational model based on extant species has shown that a multiple leap mechanism for Archaeopteryx would have allowed to reach the minimum flight speed need for low stroke amplitude flapping fly. Il faut voir l'article, Allen et machin, ils se sont basés dessus pour la masse corporelle. Ouais, on va... Alors après, voilà. Alors, attendez. Ouais, Allen et Hall. Alors, il est où?
Alors après, voilà, il y a des évolutions hein, dans... Enfin, il y a des discussions entre paléontologues dans la paléontologie, bien sûr. Donc il y a toujours des fois, en fait, des trucs, des visions un petit peu plus archaïques. Alors... Okay, cet article est gratuit aussi à accéder. On va le regarder encore plus vite fait. Coucou Bibi la tortue. Ok, donc là on est sur une comparaison des muscles des membres arrière chez les crocodilidés, les alligatoridés. Alors Archaeopteryx il est où là? Il y a un problème. On va regarder un peu vite fait. Il y a un problème. Je pense qu'il y a quand même un problème avec leur infographie. C'est vrai, oui, il faut quand même rester un petit peu critique avec les articles. Alors... Oui, donc ils sont basés sur Allen and Al, mais je crois qu'on n'a pas le bon article parce que là, on n'a pas Archaeopteryx dedans. Ouais, ils sont basés sur la méthodologie de Allen and Al et ils étudiaient pas les Archaeopteryx, ce qui est possible aussi. Voilà, je passe un petit peu parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Ça, c'est un truc que je remarque. Genre, les articles scientifiques, ça se répète beaucoup. Parce que là, ça fait au moins 5 fois qu'on nous parle de la méthode de vol des corbeaux. Alors... Là, on a à nouveau des modélisations de bassin. Avec quels muscles vont être en flexion, extension. Un article, il faut d'abord lire la discussion, puis la biblio, la méthode et le résultat. Le reste est moins important. Ah, genre toi, tu lis pas dans l'intro. On n'a pas vraiment appris à lire comme ça les articles. Bah justement, en fait, l'intro, ça permet de voir déjà si l'article t'intéresse. Et d'avoir un petit peu une vision un peu d'ensemble. Surtout quand t'es pas pro. Mais après, on n'a pas les mêmes formations. Toi, t'étais en psycho. C'est pas exactement les mêmes articles. Là, même si c'est de la paléontologie et que je suis pas encore dedans. Enfin, les articles scientifiques que j'ai vus, ils avaient plus ou moins la même structure. Et là, on est sur la discussion, mais ça répète globalement ce qu'on a vu un peu plus tôt. Ah, si là, il y a un truc intéressant. L'Archaeopteryx, il a un pubis et un nichon plus fin par rapport à l'oiseau Zebra Finch. Donc on va regarder, il ressemble à quoi Zebra Finch?
Finch, c'est pas des passereaux? On dirait un petit passereau en tout cas. Le Taeniopigia, ok non c'est bon, Zebra Finch c'est mieux. C'est effectivement un passereau par contre. Les articles scientifiques ont la même présentation, même structure, l'intérêt et la possibilité de reproduire l'expérimentation. Oui, c'est globalement, à la base ça s'adresse à d'autres scientifiques. Mais il y a de plus en plus, et ça c'est en regardant l'émission avec Desi, genre l'épisode de hier. Et c'est vrai qu'on remarque de plus en plus là, des petites infographies en début pour te résumer un petit peu l'article, donc voilà, ça qui fait déjà partie de la vulgarisation un petit peu pour le grand public, t'as les informations essentielles. Et en fait c'est cool qu'on a commencé par là. Et puis bon, c'est aussi ce qui te permet aussi, ça attire un petit peu le regard sur l'article, hein. Si tu vois ça, tu dis tiens, ça m'intéresse. D'aller creuser un peu plus. Oui, donc l'archéoptérix par rapport au zébrafiche, il a un pubis et un ischion plus fin. La flexibilité aussi de son genou fait qu'il y a un degré plus large d'adduction. Qui résulte donc en une réaction vectorielle au sol. Donc il produit une rotation externe au moment de l'adduction. Alors j'ai pas tout compris, mais visiblement, enfin il a une différence de morphologie assez notable avec les oiseaux qui eux peuvent voler en un seul saut. Tu lis toujours les articles scientifiques de la même manière. Bah après peut-être parce qu'on t'a appris à lire comme ça. On m'a pas appris à les lire comme ça. Bah globalement en fait je les lis dans l'ordre. Après voilà, on est sur des détails vraiment des muscles. Je saurais pas situer forcément tous les muscles et le... Enfin je suis pas vraiment calé en biomécanique donc je vais éviter de m'attarder là-dessus parce que je vais pas comprendre grand chose et je vais pas pouvoir vous résumer grand chose. Bah après là on n'est pas dans cette vibe là Azilis. Là l'idée c'est de temps en temps quand je fais un paléo actu je me base sur un article et on résume du coup l'actualité. Enfin le but c'est d'essayer de se concentrer sur un article en peu de temps du moment qu'il sort. Parce que c'est le but de faire un truc d'actualité. Sinon c'est plus très actuel si on met 2 mois à le faire. Ah oui c'est clair, les passereaux sont quand même plus petits qu'Archéoptérix. Oui selon ta taille aussi tu vas pas avoir la même stratégie d'envol. Oui, au cours du temps, du coup, on observe chez les oiseaux modernes qu'ils ont une étendue de mouvement dans les membres inférieurs beaucoup plus élevée. Donc en gros, la mobilité des membres inférieurs des oiseaux a augmenté avec le temps. Ce qui leur permet de pouvoir s'envoler plus vite. Alors oui, j'ai passé vite hein, les résultats.
je restais plus sur la discussion, mais la discussion elle répète un petit peu l'introduction. Alors surtout au début, genre vers la fin on a quand même des petits trucs en plus. Après globalement voilà, en fait la première image est bien résumée, c'est un peu ce qu'on a à retenir. Voilà, si on doit retenir un peu ça. C'est que l'Archéoptérix, voilà, il pouvait du coup s'envoler à partir du sol avec la technique employée par les corvidés et les mouettes en faisant des petits sauts successifs. Et il était pas si mauvais à ça parce que visiblement ça lui prenait entre 2 et 3 sauts pour réussir à s'envoler. Il pouvait pas faire des grands mouvements d'ailes, donc enfin ça reste quand même un oiseau qui plane principalement. Mais du coup il avait une technique de vol qui consommait pas trop d'énergie. Par contre il pouvait pas s'envoler rapidement. Ça il pouvait pas le faire. Du coup il avait une vitesse de vol stable à 7 mètres par seconde. Et dans sa technique, enfin avant de s'envoler, voilà, il parcourait entre 1,50 m et quasi 2 mètres à peu près au sol. Il a pas l'air d'être si pire que ça. Hop, et après là on a toutes les références, les remerciements. Voilà. C'était pour le paléoactu du jour. Et si, qu'est-ce que ça indique aussi par rapport à la comparaison avec les oiseaux modernes? C'est que la mobilité a augmenté avec le temps, leur permettant de pouvoir décoller du sol plus rapidement. Mais bien sûr, ils le font que quand la situation est urgente. Genre quand ils sont dans un contexte pas stressant, ils vont pas le faire parce que ça reste une dépense d'énergie considérable. Et voilà, ils ont quand même une énergie limitée, ils vont pas aller se fatiguer pour rien. Mais c'est quand même quelque chose d'essentiel pour la survie. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'au cours du temps, on voit une augmentation du coup de la mobilité de cette stratégie. Parce que si tu as la capacité de t'échapper vite et de t'envoler très vite quand un prédateur arrive, tu survis mieux que si ta seule possibilité d'envol c'est d'y aller lentement. Voilà, on est sur le principe de la sélection naturelle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'étais un petit peu long à un moment donné, il y avait quand même quelques répétitions. Bon après ça c'est quand j'ai découvert au fur et à mesure. Mais quand j'avais posté sur YouTube, vous m'avez dit que ça ne dérangeait pas et qu'au contraire ça me rendait plus accessible dans le sens où je deviens... je suis un monsieur tout le monde comme vous quoi. Du coup je m'informe.